Le vagabond, écrit et conté par Afadam. Arnaudin croyait avoir passé une excellente journée. Il avait appris en début de semaine que tous les KPI de son service étaient en hausse, et il venait de recevoir une légère augmentation, ce qui avait fait bondir sa femme de joie. Ses enfants étaient en bonne santé et travaillaient bien à l'école, tout allait bien. Si ce n'est peut-être ce rêve étrange. Il avait vu un vagabond assis sur une caisse bleue. Il avait été forcé de lui faire la conversation. Il voulait s'éloigner, mais faisait du surplace dans son rêve, pour finalement se rendre compte que ce vagabond était un sosie, que ce vagabond c'était lui-même. Monsieur Dain s'approcha de la baie vitrée. Chaque fois que son cœur battait fort, et qu'il n'était pas trop occupé pour y prêter attention, il se disait que son cœur avait quelque chose à lui dire, peut-être une doléance. Il posa une main sur sa poitrine, à l'endroit du cœur. Dans la nuit, 100 mètres plus bas, on voyait les petites lumières rouges et jaunes des voitures en mouvement. Arnaud s'étira de tout son long et ne réfréna guère ses bâillements. À l'angle de la rue, un homme semblait regarder dans sa direction. C'était le même individu que la veille et l'avant-veille. Courbé, sombre, suspect. De toute évidence un vagabond. Maintenant qu'il le revoit, il se dit que c'est lui qui lui a inspiré son rêve. Le type paraissait traîner dans les parages et Arnaud pensait prévenir la sécurité du bâtiment. L'homme d'affaires referma son agenda, ramassa ses affaires en vitesse, remit son laptop dans son sac et consulta son portable qui affichait 21h01. Il sortit de son bureau de verre, salua au passage la nouvelle recrue, une stagiaire qui pensait faire ses preuves à grand renfort de jeunes et d'heures sup. Arnaud prit l'ascenseur pour rejoindre sa voiture. Il traversa le garage désert d'un pas résolu et entra dans sa Mercedes, dont il savoura un instant le siège en cuir qui épousait son dos malmené. Dans l'habitacle, on sentait l'arbre magique. Arnaud mit la clé dans le contact et essaya de faire démarrer son bijou. En vain. Il répéta plusieurs fois l'opération, en s'efforçant de ne penser qu'à la fiabilité des voitures allemandes. Au 16e essai, en sueur, la veine du haut du crâne bien dilatée, il abandonna. Il desserra sa cravate et constata qu'il n'y avait aucun autre véhicule garé dans un coin. Aucun collègue, donc, pour le raccompagner chez lui, près de sa tendre femme et de ses chers enfants déjà couchés. La station de métro la plus proche était à 15 bonnes minutes de marche. Arnaud claqua violemment la portière de, citation, sa bagnole toute pourrie, et se dirigea à grands pas vers cette bouche de métro. Dans la rue, le pavé mouillé réfléchissait la lumière des lampadaires, tandis qu'un léger brouillard commençait à se former au ras du sol. Les talonnettes d'Arnaud résonnaient dans tout le quartier. La plupart des ménages soupaient à cette heure-ci. Un homme qui fumait sur son balcon regarda Arnaud avec intérêt, puis étouffa un petit rire tabagique. Arnaud lui adressa un regard, plutôt neutre, puis accéléra le pas et finit par se retrouver en haut des escaliers du métro. Il s'arrêta net, plein d'appréhension. Ça faisait des années qu'il n'avait pas pris les transports en commun. Il finit par rentrer, acheta un billet et patienta sur le quai, tout en jurant dans son fort intérieur. À 20 mètres de lui, un autre homme d'affaires, plus jeune, attendait. Celui-ci semblait serein, et Arnaud ne manqua pas de remarquer que le costume de l'inconnu valait 2 à 3 fois moins cher que le sien. Le métro arriva, et Arnaud se sentit un peu soulagé. Il resta debout dans la trame en attendant son arrêt. Dans le reflet de la vitre, il regardait défiler les câbles électriques suspendus au mur noir, puis il vit sa mine contrariée et détourna le regard. À son arrêt, il sortit en toute hâte rejoindre l'ascenseur qui devait le ramener à la surface. Les portes de l'ascenseur commencèrent à se refermer, et un inconnu eut juste le temps d'y pénétrer. L'inconnu était petit, légèrement courbé, barbu et vêtu de vieux tissus. Il sentait fort. Arnaud le regarda de haut en bas, en prenant soin de ne pas croiser son regard. Il fit un pas en arrière et détourna la tête. Il lui rappelait l'homme qui traînait en bas de ses bureaux. « Oh, un vagabond, manquait plus que ça », pensa M. Dain. L'inconnu jeta quelques regards obliques à Arnaud, qui consultait son portable pour éviter tout contact visuel. Il n'aimait pas beaucoup voir la misère du monde. En fait, il n'aimait pas ça du tout.
Ça l'empêchait d'être égoïstement centré sur son quotidien aisé, confortable. L'inconnu avait un regard vif et intense, une forme de noblesse qui contrastait avec ses habits sales et malodorants. L'ascenseur commença à monter. Le vagabond se racla la gorge, déglutit un glaire et toussa fortement, à 3 reprises. Par réflexe, Arnaud mit une main sur sa bouche et son nez. Ça commençait à devenir gênant. Il se blottit davantage contre la paroi pour faire corps avec elle, peut-être même disparaître à l'intérieur. L'ascenseur arriva à la surface. Arnaud s'apprêta à sortir le plus vite possible, mais les portes ne s'ouvrirent pas. Oh, il essaya tous les boutons. Rien à faire. Il tournait le dos au vagabond, son pouls s'emballa, et il resta à sa place sans bouger, pétrifié. Le sans-abri toussa de nouveau et sortit de sa poche une petite fiole dont il but 2 lampées. Une forte odeur de plante s'en échappa, ce qui incommoda Arnaud davantage. Du génépi bon marché à tous les coups. Après un silence de plusieurs minutes, alors que la situation devenait franchement insupportable, et qu'Arnaud composait le numéro de sa femme, le vagabond dit « La question n'est pas de savoir combien de temps tu vas rester coincé avec ce clochard répugnant. Non, la question est de savoir si tu es heureux, Arnaudin. » Arnaud fronça les sourcils, eut un petit rire nerveux, et se tourna vers l'inconnu qui lui tendait l'une de ses cartes de visite, qu'il avait fait tomber dans la précipitation. « T'es-tu seulement interrogé sur le bonheur ?» Arnaud resta muet. Il ne voulait pas engager le dialogue. Il repensa soudain au rêve de la nuit dernière. « Je prends ça pour un non, » continua le clodo. « Et si tu te la posais, cette question, en cet instant ?»« Je ne vois pas à quoi vous faites référence. Et puis, je ne crois pas vous connaître. Vous m'avez espionné, c'est ça? Pourquoi ?»« Connaissais-tu ta mère avant de naître ?» répliqua l'inconnu. « Qu'est-ce que... Tu ne la connaissais que comme embryon et fœtus et pourtant tu es né. Tu ne me connais pas et pourtant une révélation va maintenant naître en toi. À commencer par le fait que tu n'es ni ton prénom ni ton nom de famille. Plus tu sais et moins tu comprends, Arnaud. Voilà le deal. Et, si je puis me permettre, pourquoi espionner l'employé de bureau d'une entreprise lambda? Tu regardes trop de séries, Arnaud. » L'homme d'affaires regarda au dehors et esquissa un sourire forcé. « Ah, c'est ridicule, » déclara Arnaud. « Les portes vont s'ouvrir et nous n'aurons plus rien à voir ensemble. J'imagine que mon avocat ne pourrait pas vous contacter en cas de litige de toute façon. » Arnaud appuya de nouveau sur le bouton de l'alarme, mais rien ne se produisit. Une coupure générale de courant avait dû être à l'origine de l'incident. Le clochard se mit à ricaner. « En cas de litige, dit-il. Tout de suite du conflit. Ah, vous les hommes, c'est la comédie permanente. Es-tu heureux, Arnaud ? » ?»« En cet instant, non. Et ne m'appelez pas Arnaud, je vous prie. Et puis, ne me tutoyez pas. Vous parlez comme si vous ne faisiez pas partie des hommes, vous. » »« Oh, intéressant que tu veuilles me remettre dans le lot des hommes, quand 2 minutes plus tôt, tu ne voyais qu'un marginal. Faudrait savoir. » Arnaud ne répondit rien. Le clodo avait raison, inutile de nier cette fois. « Le bonheur dépend surtout de toi, » ajouta le clodo. « S'il y a un homme heureux dans cet ascenseur, ce n'est pas toi, c'est bien vrai. La panne d'ascenseur a moins à voir avec ton bonheur du reste que tes perceptions. As-tu seulement ressenti de la joie de vivre cette semaine? Connais-tu l'essence de cette joie ?» Arnaud feignait d'ignorer la question. Il resta muet un instant et finit par répondre. « Écoutez, je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. Vos questions sont pompeuses. » Il allait dire « pompeuses pour un vagabond. » J'ai un job, j'ai de l'argent pour ma famille et moi-même, pars 2 fois par an en vacances, j'ai 2 enfants magnifiques et une femme adorable. Et si vous voulez tout savoir, j'envisage de m'acheter une autre voiture, moins polluante pour la planète mais aussi plus fiable. Je crois que j'ai envie d'une voiture japonaise. »« Oh, je vois. Bon, le Japon a plus à offrir qu'une bonne voiture, mais c'est un autre sujet. Le bonheur dépend de toi, Arnaud.
Tes possessions, tes vacances et ton entourage ont moins à voir là-dedans que tes croyances. Tu parles de tes conditions de vie quand je te parle de la vie. Les conditions de vie sont matérielles. La vie est joie de vivre. Comprends-tu la différence? Ah, vous en avez beaucoup des réflexions du genre? Demanda Arnaud agacé. Le vagabond ne se laissa pas décontenancer et demanda d'une traite. Veux-tu un boulot par obligation? Par peur de l'opinion d'autrui? Par peur de manquer d'argent? Parce qu'on te l'a conseillé étant jeune? Parce que ton indécision est la porte ouverte aux recommandations les plus sottes? Parce que c'est ce que tu as toujours fait? Veux-tu donc vivre dans l'attente de la retraite qui n'arrivera peut-être jamais? Ne voudrais-tu pas plutôt vivre ta vie, la seule qui te soit donnée de vivre pleinement dans cette incarnation, alignée sur tes envies, si bien que la retraite pour toi n'existerait pas, et que ton métier serait un mode de vie, peut-être même une vocation, et ce, jusqu'à ton dernier souffle? Arnaud n'en croyait pas ses oreilles. Il n'en revenait pas qu'un clochard lui fasse la leçon. Il se demanda s'il n'était pas plongé dans un mauvais rêve. Voyons voir, pensa Arnaud. D'abord, la voiture la plus fiable du monde qui tombe en panne. Ensuite, je me retrouve coincé dans l'ascenseur du métro, que je n'ai pas pris depuis 15 ans. Enfin, je suis contraint d'écouter les délires métaphysiques d'un vagabond. Par la vitre de l'ascenseur, Arnaud regarda le brouillard s'étendre. Il sentait le regard du vagabond dans son dos. Il se retourna et lui dit « Vous n'allez pas me laisser tranquille, hein, si je réponds pas à vos questions, c'est ça, hein? Quant à votre odeur, désolé de vous le dire, mais vous empestez et c'est un manque de respect. Vous avez le fond de ma pensée. Oui, je dois prendre une douche. Mais c'est facile en comparaison à ce qui t'attend. Que veux-tu faire de cette courte vie, Arnaud? Qu'est-ce qui te sort de ton lit le matin? Un pauvre réveil? Est-ce seulement ton réveil et l'obligation de nourrir une famille? En quoi crois-tu à la famille? Avais-tu besoin d'une femme pour être heureux? Qui es-tu, au fond? Arnaud, submergé par des questions qu'il ne s'était jamais vraiment posées, soupira. On eût dit un ballon qui se dégonflait. Las et peu enclin à réfléchir, il déclara simplement « Je n'en sais rien ». L'homme d'affaires ressentit à nouveau l'intense regard du vagabond. On eût dit que l'inconnu cherchait à lire les pensées d'Arnaud, qui se sentit obligé d'ajouter « Écoutez, j'ai un poste très prisé dans une grande entreprise, et si je continue sur ma lancée, j'en serai peut-être à la tête un jour. »« Et c'est là toute ton ambition ?» interrompit le vagabond d'une voix profonde. « Travailler pour quelqu'un, puis prendre sa place? Veux-tu vraiment travailler pour que quelqu'un réalise un rêve qui n'est pas le tien? En imaginant que ton patron est un quelconque rêve lui aussi. Si c'était là ce qui te passionne, tu serais prêt à le faire gratuitement, n'est-ce pas? Or, tu le fais pour l'argent. Et l'argent n'a pas l'étoffe d'un rêve. C'est un simple résultat, rien de plus. » Arnaud se tut, regarda au dehors à nouveau, et se mit à rire sous cape. « Alors, dis-moi, Arnaud, quel est le but? Quel est ton but dans la vie? Tout le monde a un rêve enfoui, même les plus grands renonçants. » Arnaud réfléchit à la question et, voyant qu'il n'avait aucune motivation profonde, d'aucune sorte, dit simplement « Je ne suis pas un rêveur, monsieur. » Le vagabond vint se poster à côté d'Arnaud, posa sa main sur les portes de l'ascenseur et répondit ces mots mystérieux. Alors commence à marcher. Les portes s'ouvrirent comme par enchantement, ce qui laissa Arnaud pantois. Le vagabond s'éloigna d'un pas tranquille et disparut dans ce brouillard qui enveloppait toute chose et qui était la parfaite représentation de ce qui se passait dans l'esprit d'Arnaud. Ses idées étaient brouillées et il était incapable de voir clairement son rêve. Faut-il vraiment avoir un rêve personnel? Arnaud resta immobile encore un instant, médusé. Le clochard était un magicien. Il l'avait d'abord accosté en rêve, il l'avait retenu dans l'ascenseur, les portes de l'ascenseur se refermèrent lentement, et Arnaud quitta son état de torpeur pour sortir. Lentement, il se mit en marche. Il était soudain incapable de rentrer au pas de course, non pas tant à cause du brouillard,
mais bien à cause de ce qui venait de se passer. Il se demanda s'il était heureux. Une sensation d'angoisse le saisit quand il réalisa que le simple fait de se poser la question n'était pas bon signe. Puis il eut peur, peur de tout remettre en cause justement, de découvrir la crue réalité qu'était la sienne, de découvrir l'indésirable. Le clochard l'observait dans le brouillard. Il était le brouillard. Et ce brouillard murmura ceci, tandis qu'Arnaud s'éloignait. « C'est donc ça qu'il te faut, Arnaudin. Payer le prix de ton insolence. Tu vas encore mettre un peu de temps à te mettre en marche. Mais tu finiras par provoquer ton destin. Oh, bien sûr, je serai avenant. Tu ne verras rien venir. Certains m'appellent Destinée, d'autres Karma. Je suis tantôt brouillard, tantôt vagabond. J'ai 1001 formes. Je m'immisce dans vos rêves, je vais là où la roue doit tourner. Oh oui, il te faut une bonne leçon, monsieur Dain. Ce sera dur. Mais c'est la loi du karma. Arnaud crut bien entendre murmurer. Mais il ne vit rien quand il se retourna. Ah, bien sûr que je suis heureux, se dit-il en secouant la tête. J'ai tout ce que ce vagabond n'aura jamais. Je le reverrai jamais de toute façon. Il se rattacha à cette conviction jusqu'à ce qu'il arrive devant sa maison, une réplique des 10 autres qui bordaient sa rue. L'idée que le clochard puisse trouver son adresse fit son chemin, l'angoissa un peu, mais il secoua la tête, traversa le grand jardin par l'allée carrelée et s'arrêta sur le palier. Il inspira profondément avant d'entrer, pour évacuer toute la tension accumulée. À l'intérieur, il accrocha son manteau et ôta ses chaussures. Au contact avec la moquette, il se détendit. La chaleur et la lumière tamisée du logis le relaxèrent un peu plus. Sa femme apparut dans l'angle d'une porte, et il oublia toutes ses contrariétés. Oh, des journées nazes, il en a eu. Il a connu pire. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Le soir de sa rencontre avec le vagabond, Arnaud dîna avec sa femme. Il mangea avec appétit un poulet rôti au four, accompagné de pommes de terre et de quelques gousses d'ail. Cette nuit-là, Arnaud but plus qu'à son habitude, et Estelle le lui fit remarquer. Il ne se justifia pas, et elle supposa que la journée avait été très difficile. Estelle monta se coucher, harassée par son travail, les tâches ménagères qu'elle assumait pour l'essentiel, les enfants. Et Arnaud resta dans la cuisine à observer par la fenêtre la rue tranquille, son verre de rouge à la main. Le brouillard s'était dissipé, et on apercevait la ville en contrebas, avec ses immeubles et ses tours à perte de vue. Arnaud finit par rejoindre sa femme. Quand le réveil sonna, à 6h30, il crut qu'il n'arriverait pas à se lever. Sa nuit avait été agitée et son crâne, alourdi par l'alcool, résonnait encore de son interaction avec le vagabond. Il alla réveiller ses enfants pendant qu'Estelle préparait le petit déjeuner. La petite famille s'activa en silence, presque nonchalamment, mais en 3/4 d'heure, tout le monde fut prêt. Arnaud embrassa sa femme et déposa ses enfants. Dès son arrivée au bureau, il fit appeler un garagiste pour qu'il vienne réparer sa voiture. À 11h, il descendit ouvrir le garage à un petit homme qui démarra la Mercedes sans souci. Arnaud, d'abord surpris, devint méfiant et demanda à ce qu'on la fasse réviser au garage, de peur que l'incident de la veille ne se reproduise. Le petit garagiste expliqua alors à Arnaud que la voiture était en parfait état et qu'elle ne nécessitait aucune révision. De mauvaise humeur, Arnaud s'emporta et insulta le petit travailleur qui s'en alla d'un pas tranquille, sans même prendre la peine de facturer le déplacement. Alors que le mécanicien s'apprêtait à sortir, Arnaud le menaça de parler à son chef de son arrogance et de son évidente incompétence. Toute la matinée durant, Arnaud fut exécrable avec ses collègues, et tout particulièrement avec la stagiaire qui, malgré sa propension à endurer les caprices de ses pairs, fondit en larmes lorsqu'Arnaud lui reprocha son arrogance et son évidente incompétence.
une expression qu'il avait déjà employée 1 heure plus tôt avec le petit mécanicien. L'évidente incompétence de la demoiselle consistait à ne pas avoir agrafé un dossier, si bien que quand le maladroit Arnaud l'avait saisi, la moitié des feuillets étaient tombés et qu'il avait perdu un temps fou à les remettre dans l'ordre. L'arrogance de la demoiselle tenait en ceci qu'elle avait dit à Arnaud « Laissez, je vais les remettre en ordre ». Arnaud n'avait guère apprécié ce « laissez », qui voulait dire « laissez, vous vous y prenez mal », et qu'il avait interprété comme un ordre et l'aveu de sa maladresse. Comme des collègues avaient été témoins de la scène, Arnaud s'était instinctivement senti obligé de passer un savon à la stagiaire pour défendre son honneur, pour sauver sa précieuse réputation interne, pour montrer qu'il était le chef. Au fond de lui, Arnaud avait honte, et même pitié de lui-même. Une émulation néfaste, une stupide force d'entraînement l'incitait à agir comme ses pairs, et selon le standard plutôt autoritaire en vigueur. Personne au sein de ce type de structure ne travaille suivant le libre arbitre. Mais chacun travaille parce qu'il estime ne pas avoir le choix, parce que c'est ainsi. C'est ce qu'Arnaud se disait en cet instant. Toute la journée d'Arnaud ressembla à peu près à celle de la veille, c'est-à-dire à un flux continu de tâches plus ou moins mécaniques pour maximiser les profits. À 2 reprises, M. Dain fit le rapprochement entre cette mauvaise humeur et sa malheureuse rencontre avec le vagabond. Au lieu de chercher en lui la source de son état, il tâchait de trouver un bouc émissaire à qui tout imputer. « C'est à cause de ce foutu vagabond de la veille. C'est à cause de lui que j'ai pas dormi. Je suis irritable. Et c'est à cause de lui que ma journée est une succession d'emmerdements. » Arnaud partit du bureau à 19h30, ce que ne manqua pas de remarquer son N+1, qui part normalement avant lui. La Mercedes démarra sans souci, et en 20 minutes, il put s'étaler dans le sofa et jouer un peu avec ses enfants. Estelle fut tout à la fois surprise et heureuse de voir son mari à cette heure-ci. La famille passa à table à 20h, et la discussion tourna autour des enfants. Chacun leur tour, les petits Dain racontèrent leur jour d'école. Le premier expliqua que la maîtresse lui avait demandé de dessiner ce qu'il aimerait faire comme métier étant grand, et qu'il avait sans hésiter tracé une maison avec un bonhomme à côté. Amusé, Arnaud demanda à son fils ce que cela voulait dire, et celui-ci répondit que ça voulait dire qu'il voulait construire des maisons. De sa propre initiative, le petit garçon se leva de table et revint, très fier de lui, avec son dessin. Les yeux du petit garçon scintillaient. Il rêvait, les yeux grands ouverts, s'imaginant déjà devenir un constructeur de maisons. La petite fille, contaminée par l'enthousiasme de son frère, déclara « Et moi, je veux être une princesse qui danse !» Le petit garçon, ne prêtant attention qu'à son dessin, alla le déposer à côté de sa mère pour recueillir son approbation. Estelle le prit, l'examina un instant, regarda son mari, puis elle entama un long récit des obstacles qui s'interposeraient entre eux et leurs rêves. « Les enfants, on ne fait pas un métier par passion, » conclut-elle. « Encore faut-il pouvoir en vivre. » Méthodiquement, Estelle avait détruit les fragiles espérances de ses enfants, sous le regard semi-approbateur d'Arnaud. Une reproduction classique du modèle sur lequel elle et son mari avaient été éduqués. Les enfants se turent jusqu'à la fin du repas, visiblement attristés. Ils allèrent se coucher sans même contester. Estelle eut un léger pincement au cœur, bien sûr. Arnaud, lui, était trop fatigué pour prendre la mesure du drame qui venait de se jouer. Il s'installa dans son sofa et alluma la télé. Estelle le rejoignit et ils regardèrent les informations, à demi abrutis par leur journée de labeur. Soudain, Arnaud demanda à sa femme si elle était heureuse, si elle avait la vie dont elle rêvait. Estelle ne sut quoi répondre et lui demanda ce qu'il entendait par là. Elle trouvait la question sotte. La vie, c'est la vie, quoi, on fait ce qu'on peut. Arnaud répondit qu'il n'entendait ni plus ni moins que ce qu'il avait dit, et le ton monta. Estelle lui fit remarquer que ce n'était ni l'endroit ni le moment pour aborder une telle discussion. Ce à quoi Arnaud, surpris, répondit « Ah bon ? Parce qu'il y a 1 heure pour se poser la question du bonheur ?»
Estelle s'emporta et alla se coucher, fort contrariée. Alors il resta seul et se servit un verre de vin. Encore un. Rien qu'un seul, pensa-t-il. Après ma journée, je peux bien me le permettre. Arnaud termina la bouteille de rouge, puis monta se brosser les dents. Par la fenêtre de la salle de bain, on pouvait voir toute la rue. Il passa la tête dehors et regarda sur sa droite. Personne. Il regarda sur sa gauche et vit une silhouette dans le lointain. Ce qui n'était pas fréquent à cette heure-ci, ses voisins étant des cadres qui revenaient du travail en voiture. Tiens, pensa Arnaud, peut-être le propriétaire d'une Mercedes tombée en panne. Mais peu à peu, il reconnut le vagabond. L'inconnu passa sous sa fenêtre, et il était sûr que c'était bien le clochard du métro. Arnaud sortit discrètement et interpella l'homme. « Hé, vous! Qu'est-ce que vous faites ici? Allez-vous-en » Le vagabond se retourna et répondit simplement. « Je ne fais que passer. Et toi, Arnaud, quand commenceras-tu à marcher ?» Arnaud regarda autour de lui et se lança après le vagabond. Depuis la chambre à coucher, Estelle entendit le haussement de voix d'Arnaud et alla à la fenêtre. Elle vit son mari courir après un homme. Elle les perdit de vue à l'angle de la rue et s'assit au bord du lit, perplexe. Le vagabond marchait si vite qu'Arnaud dut se mettre au pas de course pour espérer le rattraper. Malgré tout, il le perdit de vue, au coin d'une ruelle qui descendait pratiquement jusqu'au centre-ville, par des quartiers populaires pour certains malfamés. Il plongea son regard le plus loin possible et vit réapparaître le vagabond, déjà loin, très loin. Il n'eut pas le courage de se lancer à sa poursuite. Alors il revint sur ses pas, puis se retourna. Là, il vit la ville endormie en contrebas, qu'il n'avait jamais vue de cette perspective. Il n'avait jamais été par ici à pied. À l'horizon, on apercevait une fine bande verte. C'était la campagne qui commençait. Il eut un frisson en regardant l'immense étendue de béton informe, recouverte par un ciel sans étoiles, trop pollué. Ce fut la première fois qu'Arnaud eut cette sensation d'enfermement. Des gouttes de pluie commencèrent à tomber, très fines. Alors il rentra, s'introduisit à pas feutrés dans sa chambre. « Qui était cet homme » demanda Estelle. Arnaud s'arrêta net, surpris par la voix de sa femme. « Un vagabond. Mais t'inquiète pas, je lui ai dit de s'en aller. Je crois pas qu'il reviendra. »« Un vagabond ? Tu es sorti pour chasser un vagabond ?»« Exactement, » dit Arnaud en s'installant sous la couette. « Je veux pas que des inconnus viennent nous importuner. »« Oui, enfin, le type s'était peut-être perdu. Il a bien le droit de passer par notre rue. » Arnaud regarda sa femme, étonné de la voir prendre ainsi la défense de l'inconnu. « T'es sûr que ça va, Arnaud ? T'es si bizarre aujourd'hui. T'as pas dit un mot du repas. » Il ne répondit rien, et sa femme n'insista guère. Elle lui souhaita bonne nuit et s'endormit après avoir vérifié que l'alarme de la maison était activée. Lui resta éveillé, les yeux plongés dans la pénombre. Il pensait à sa rencontre avec Estelle, puis à leur mariage précipité, à la naissance de ses enfants, à son évolution au sein de l'entreprise W&S, et à ce vagabond. « Et toi, quand commenceras-tu à marcher ?» avait-il dit. Arnaud réfléchit une bonne partie de la nuit au sens qu'il fallait donner à cet impératif. Il fut débordé de travail toute la matinée du lendemain, si bien qu'il ne put pas manger à 12h30, heure à laquelle la plupart des employés se retrouvaient au restaurant d'entreprise. Il alla à la cantine juste avant la fermeture de la cuisine. Il s'installa à une table, et bientôt les derniers employés se retirèrent dans leur bureau. Il était seul avec le personnel de cuisine qui nettoyait les plats et les tables inoccupées. Pendant ce déjeuner, il n'eut donc pas son habituelle discussion sur les matchs de foot passés ou à venir. Il n'eut pas droit non plus au quart d'heure habituel pendant lequel ses collègues critiquaient d'autres employés. Il eut alors la sensation de retomber en enfance.
Il pensait à ses enfants, qui eux aussi mangeaient à la cantine, et il eut l'idée saugrenue que son propre père puisse venir le récupérer après le boulot. Il en sourit, puis il repensa au dîner de la veille. Quand son petit garçon avait montré son dessin, et que sa petite fille avait déclaré vouloir être une princesse qui danse, il les avait écoutés passivement. Il avait laissé sa femme détruire leurs rêves, littéralement. Il avait laissé faire. Il regarda autour de lui, et un immense chagrin monta en lui. Entre ces 4 murs de verre, il réalisa qu'à cause de cette même passivité, il s'était empêtré dans cette réalité. Il était prisonnier d'un lieu, d'une routine. Manger seul, à une heure différente, lui faisait précisément prendre conscience qu'il faisait toujours les mêmes choses, aux mêmes heures. Cette routine lui donnait un sentiment de contrôle, de maîtrise. Mais ces choses qu'il faisait la plupart du temps étaient ingrates. Il se leva brusquement, submergé par l'émotion. Il alla à la fenêtre et ne put retenir ses larmes. « Vous avez fini, monsieur ?» Il contint comme il put ce bouleversement inattendu, rajusta sa cravate et se retourna vers l'homme en disant « Oui, allez-y. Vous pouvez prendre le plateau. » Il regarda l'homme débarrassé et sortit prendre l'air. Il comprit en cet instant qu'il n'était pas heureux, ou plutôt qu'il était malheureux, et qu'il fallait qu'il change. Sa petite crise de nerfs venait de l'en persuader. Il comprenait que sa conception du bonheur était forcément fausse, mais il ne savait comment repenser le bonheur, ni même ce que ça voulait dire, finalement. Tout son système de pensée et de croyance venait de s'évaporer, et il ressentit en lui un grand vide spirituel, métaphysique. Il revint à son bureau. En chemin, il observa ses collègues à l'œuvre. L'euphorie générale de l'open space était insensée, absurde. Il croyait assister à une représentation, où chacun aurait eu un rôle à jouer. Mais il s'agissait de la vie, de centaines de vies humaines, non d'une pièce de théâtre. Le rideau tardait à se refermer. Aucun collègue ne sembla remarquer sa présence. Il était devenu transparent à leurs yeux. Sans l'avoir clairement formalisé dans son esprit, il venait de changer de monde. Il ne savait même plus pourquoi il était là, ni ce qu'il allait faire dans son bureau, cette cage de verre. Seule sa stagiaire remarqua ce changement radical, car elle n'avait pas encore tout à fait les œillères avec lesquelles les autres employés voyaient le monde. Les autres ne voyaient que ce qu'ils étaient habitués à voir, c'est-à-dire Arnaudin, le directeur des filiales eurasiennes au costume à 3 000 €, bien fier et bien droit, en toutes circonstances. Mais Arnaudin n'était déjà plus. Son visage portait la marque d'une transformation interne irréversible. Il semblait tout dégonflé, tout vidé. La stagiaire prit l'initiative de lui apporter un verre d'eau qu'elle déposa sur le bureau. Il la remercia, elle ressortit. Il la suivit du regard, puis alla chercher le CV de la jeune fille qu'il gardait dans un classeur. Il parcourut rapidement la rubrique hobby. Tous les CV qui parvenaient à W et S devaient être rédigés en anglais. Et il lut 10 ans de théâtre. Il ressortit et s'adressa à sa stagiaire. « Séverine, excusez-moi de vous interrompre dans votre travail, mais vous mentionnez dans votre CV avoir fait du théâtre. Vous avez arrêté ?»« Oui, monsieur Dain. Les études et les stages ne me laissaient plus le temps. »« Mais vous aimeriez toujours jouer, n'est-ce pas ?»« Oh, eh bien, oui, je suppose. » Arnaud prit une mine grave et parcourut le reste du CV. La jeune femme avait fait un bac S, suivi d'une prépa HEC. Elle était maintenant dans une grande école de commerce qui incitait ses élèves à faire des stages en entreprise. Arnaud la regarda et dit « Je veux que vous preniez votre après-midi et que vous alliez vous inscrire à un cours de théâtre. Désormais, vous arriverez à 9 h au bureau et non à 7 h 30. Et je vous interdis d'en sortir après 18 h. Vous pouvez partir. » Décontenancée, la jeune femme ramassa ses affaires et s'en alla lentement. Arnaud ressortit du bureau et dit « Ah, et Séverine, j'aimerais bien assister à l'une de vos représentations. Tenez-moi au courant. » Il resta de longues minutes sur son fauteuil inclinable, le regard perdu au loin, là où la zone industrielle commençait.
Quelqu'un toqua à la porte et il sortit de ses rêveries. On lui amenait un gros dossier plein de chiffres et de recommandations. Il remercia la personne qui ressortit au pas de course. Il ouvrit le dossier et soupira. Il feuilleta le document et tomba sur un bout de papier déchiré où était simplement écrit « Marche ». Il regarda autour de lui et hésita à demander une explication à l'employé qui lui avait amené le dossier. Mais il savait que ce n'était pas une mauvaise blague et que le vagabond en était l'auteur. Il prit le bout de papier et relut 100 fois le mot pour en deviner la signification, comme s'il finirait par révéler un secret. Rien ne se produisit. « Ah, qu'est-ce qu'il me veut ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» se demandait-il. Il sortit et prit à part un jeune business analyst. « Qu'est-ce que tu lis sur ce bout de papier ?» demanda Arnaud. « Marche ?» dit l'autre. « Et qu'est-ce que ça t'évoque ?»« c'est un ordre, une incitation à marcher peut-être. » Arnaud relut le mot et remercia chaudement le business analyst. Il revint à son poste revigoré et en 3 heures fit ce qu'il faisait normalement en 5 heures, afin de sortir plus tôt pour aller marcher. Derrière l'impératif « marche », il n'y avait peut-être aucun mystère. Il suffisait de marcher. Il rejoignit donc le parc le plus proche en voiture, et de là se mit en marche. Mais il s'interrogeait sur la finalité de cette marche. Le parc était presque désert. Au milieu du chemin, il vit un écureuil qui semblait l'observer. Il s'arrêta net et cessa de se questionner sur le pourquoi de la marche. Il n'osait plus bouger. L'écureuil n'était pas effrayé et il s'approcha d'1 mètre. Alors, Arnaud plongea sa main dans sa poche et en sortit un biscuit qu'il émietta et qu'il lança à l'animal. L'écureuil se saisit d'un petit bout de gâteau et disparut dans l'arbre. Arnaud pensait revenir avec ses enfants qui auraient peut-être la chance de le voir, cet écureuil. Au centre du parc, il découvrit une petite cascade. Les oiseaux chantaient encore dans les forêts et le soleil disparaissait à l'horizon. Arnaud reprit la route. Il passa par un vieux quartier qu'il ne connaissait pas très bien et ressentit l'envie de se perdre dans les petites rues piétonnes. Il arriva chez lui suffisamment tôt pour lire une histoire à ses enfants. Il s'imprégna totalement des aventures de ce jeune héros qui partait sans un sou pour le nouveau monde. Estelle dut même insister pour qu'il couche les petits, tant il était curieux de connaître la fin. Alors Arnaud embrassa les enfants, éteignit la veilleuse et sortit le livre en main. « Tu vas lire ce bouquin ?» demanda Estelle amusée. « Bien sûr, c'est passionnant. »« C'est un livre pour enfants, Arnaud. »« Et alors ? Et puis, ça t'intéresserait pas de savoir ce que lisent les mômes ?» Estelle se sentit vexée et n'ajouta rien. « Pardon, » dit Arnaud. « Je voulais pas le dire sur ce ton, j'ai eu une mauvaise journée. »« Tu veux en parler ?» demanda Estelle. « Non, c'est inutile. Par contre, je veux pas qu'on bride les enfants. Ce que t'as dit à table hier, ça m'a gêné en fait. J'ai pas réagi sur le coup, j'étais trop fatigué. Mais je crois qu'ils sont trop jeunes pour s'entendre dire qu'ils ne gagneront pas leur vie à être architectes ou danseuses ou je sais pas quoi. Ce sont que des gosses. Si on peut préserver un peu leur insouciance, j'aimerais bien. Oui, enfin, j'ai fait ça pour leur épargner de futures désillusions. C'était peut-être maladroit, mais je l'ai fait pour leur bien. Je sais. Mais il sera toujours temps de leur dire à la veille de leur entrée dans la vie active, ok ? Estelle regarda son mari avec attention et remarqua les 2 poches violettes qui naissaient sous ses yeux. Elle s'approcha de lui et prit son visage dans ses 2 mains. « T'as de grosses valises, toi, » dit-elle. « Va te coucher, chérie. » Elle alla ranger un peu la cuisine et Arnaud monta se brosser les dents. Il se mit dans son lit, lut une page du livre pour enfants et s'endormit profondément. Il était loin de se douter qu'il ne se réveillerait pas dans son lit, ni même chez lui. Arnaud se réveilla au sol. Il ouvrit un peu les yeux et vit un rayon de soleil filtrer à travers 2 planches de bois. Il sentit tout de suite que quelque chose n'allait pas. Il posa la paume de sa main au sol et constata qu'il était fait de bois brut. Pas de parquet bien ciré,
Il tourna un peu la tête. Estelle n'était pas là. À la place, un petit bocal en terre cuite, posé au sol. Il sentit son cœur s'emballer, se redressa et vit qu'il était dans une cabane en bois. Il posa une main sur son cœur, il sentit la sueur perler sur son front. Ah, c'est quoi ce bordel? Il se leva, vacilla un peu, puis prit appui sur l'un des murs. Toute la cabane se mit à craquer. Et derrière le craquement, il entendit l'avifaune. Des oiseaux qui n'étaient ni des moineaux, ni des pigeons. Il posa une main sur son front. « Du calme, Arnaud. T'es sans doute en train de rêver. » Mais tout semblait bien réel. Il avança jusqu'à la porte de bois, ouvrit timidement et vit la canopée devant lui, avec le ciel bleu, sans nuages. Il baissa la tête et une expression d'horreur déforma son visage. Le vide. Un sol de terre et de feuilles à 60 mètres en contrebas. Il fit un pas en arrière, puis un autre, et se mit à genoux. Le vertige monta, la nausée aussi. Il émit un petit râle de surprise et de peur. « Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est toi. C'est toi qui as fait ça. » Il faisait référence au vagabond. À qui d'autre? La cabane avait été construite en haut d'un arbre immense qui surplombait les autres. Arnaud regarda la porte ouverte, un bout de canopée, le ciel et une liane épaisse, seul moyen d'accéder à la cabane ou de rejoindre le sol. Il constata qu'il était nu comme un ver. Il dort nu normalement. Il reprit un peu ses esprits et saisit le bocal d'un geste fébrile. À l'intérieur, une pâte, ou plutôt un baume. Un moustique s'approcha au même instant de sa tempe. Il fit un geste brusque pour l'éloigner et comprit. Le baume, c'était contre les piqûres. Et c'était tout ce que lui avait donné le vagabond, qui ne pouvait être qu'un sorcier, un puissant sorcier. Oui, Arnaud avait été victime d'un sort, d'un sortilège. Il s'accrocha à cette explication magique. Paradoxalement, ça l'aidait à normaliser la situation. Bon, faut que je regagne le sol. Il se remit debout, voulut s'enduire de baume, se ravisa et alla jusqu'à la porte. Il eut un mouvement de recul. Bon sang que c'était haut. Le vertige à nouveau. Ah, c'est pas vrai. T'es qu'un gigantesque salopard. Il expulsa l'air violemment par la bouche, bomba le torse, tenta de se donner un peu de confiance en soi. Allez, Arnaud. T'es pas un trouillard. Allez. Mais tandis qu'il s'approcha pour saisir la liane, un singe apparut dans son champ de vision. Le singe l'observa, curieux, puis s'éloigna en sautant d'une branche à l'autre. Bah oui, facile. Il regarda le superbe animal s'éloigner et attrapa la liane à 2 mains. Mais elle pesait trop lourd, si lourd qu'il ne parvint pas à la garder en place. Alors, il sentit qu'il basculait en avant. D'un geste réflexe, il se cramponna à elle. Tant pis pour le baume, resté à l'intérieur. De toute manière, le baume l'aurait fait glisser. Il desserra un peu sa prise pour se laisser glisser tout en contrôle. Ses gestes étaient instinctifs. Jamais il n'avait été aussi disponible à l'instant. Il glissa de quelques centimètres, se brûla au contact de la liane et commença à sentir ses muscles tirer. Son cœur battait si fort qu'il n'entendait plus la jungle alentour. Il recommença. Fallait aller vite, suffisamment vite parce que les muscles ne tiendraient peut-être pas. Il poursuivit sa descente, parfois avec une belle frayeur, quand il desserrait trop sa prise, et qu'il descendait sur plusieurs mètres. 60 mètres, vous savez ce que c'est? C'est immense. C'est un immeuble. Croyez-le ou non, mais Arnaud parvint jusqu'au sol. Il sauta à bout de force sur le dernier mètre et comprit qu'il avait été piqué à peu près partout, sauf au torse et dans les parties basses. Il rampa vers de la boue, s'en mit partout sur le corps en espérant se soulager des piqûres et des brûlures aux mains, aux pieds, au torse. Il se releva, le corps meurtri.
chercha du regard de grandes feuilles qui pourraient lui servir d'habit, en espérant qu'elles ne soient pas urticantes ou carrément toxiques. Il en vit une bien verte et bien grasse, mais il se ravisa et renonça à son projet vestimentaire. Parfois, avec la jungle, mieux vaut s'abstenir. Je vais où maintenant? Je ne sais même pas dans quel pays je suis. Il regarda le soleil. Sa course était-elle d'une quelconque aide? Heureusement, c'était le matin. Passer la nuit dans cet enfer vert, hors de question. Il se mit en marche, le corps douloureux, mais soulagé d'avoir regagné la terre ferme, vivant. Il n'avait même pas l'espace mental de maudire le vagabond. Il ne pensait qu'à sortir de là. Il marcha, nu. Un homme debout, de la tête aux pieds. Ce n'est qu'après 3 heures de marche, au petit bonheur la chance, qu'il entendit un cours d'eau. Et quand il fut au bord, il vit combien il était large et combien le courant était fort. Qui dit cours d'eau, dit tôt ou tard village. Il fallait suivre le courant. Alors il se remit en marche. L'endorphine avait pris le relais depuis bien longtemps. Elle le poussait au devant. Malgré la fatigue, malgré la douleur. Au bout de 6 kilomètres, il vit des pirogues sur le rivage d'en face. Une immense joie le gagna, et il voulut traverser à la nage. Mais il vit du mouvement dans l'eau. C'était suspect. Un serpent, peut-être un caïman. Il s'éloigna du rivage et posa un regard inquiet sur tout. Derrière lui, les fourrés, peut-être un jaguar tapi. Il vit une femme sortir d'une hutte en face. « Hé !» dit-il en faisant de grands gestes. « Vous ! Ouais !» Et moi, dans l'assemblée des villageois. Un petit groupe se forma et 2 hommes décidèrent de traverser en pirogue. Ils allèrent à la rencontre d'Arnaud. Ils le prirent pour un fou, mais ils le firent monter dans l'embarcation. Quand Arnaud posa un pied sur le sable, les enfants se mirent à ricaner. Une rumeur circula. Oh, ils ne comprenaient pas leur langue. Eux ne comprenaient pas son langage. On appela le sage, qui était aussi guérisseur, un homme aveugle et ridé jusqu'aux os. Il posa ses mains sur le visage d'Arnaud, prononça ce qui sembla être une incantation, puis le prit par la main pour l'emmener dans sa hutte. Un chaudron bouillait au centre de la pièce. Le vieux dit quelque chose à son jeune apprenti qui remit une bûche dans le feu. Arnaud voulut le remercier à nouveau, mais il sentit le sang quitter ses veines et il tomba dans les pommes, harassé. Cela faisait 2 heures qu'il attendait. Le ventilo au plafond envoyait un peu de fraîcheur, mais la chaleur devenait intenable. Un homme à la chemise bleue pleine de sueur sortit de son bureau et dit en français « Monsieur Arnaud, Arnaudin ?» Veuillez entrer. Arnaud, vêtu simplement d'un t-shirt rouge, d'un short et d'une paire de tongs, généreusement offertes par les villageois, entra d'un pas nonchalant. « Je peux vous servir un café ?»« Oui, c'est pas de refus. » « On peut dire que vous avez découvert le Costa Rica à la dure. Sacrée épopée de ce que j'ai compris, » dit l'homme tout en lui servant un café noir. « Vous avez atterri dans la jungle suite à ce qui semble être une amnésie, n'est-ce pas? Puis vous avez trouvé un village, on vous a soigné là-bas. Puis 2 hommes vous ont conduit jusqu'à la route de terre. Vous avez ensuite marché des heures, avant qu'une jeep et des militaires vous emmènent en ville, où vous avez finalement trouvé mon bureau, l'ambassade. Et vous voilà. C'est bien ça? C'est tout à fait ça, monsieur. Je suis si confus. Mais je n'ai pas d'amnésie. Je vous le jure, j'étais dans le lit, avec ma femme, chez moi, tout allait bien. Et je me suis réveillé dans la jungle. Ah, je sais que vous me prenez pour un fou. L'homme posa la tasse au bord du bureau, très lentement. Vous voulez un sucre, du lait? Non, ça ira, merci. Écoutez, je veux juste que vous m'aidiez à revenir en France. J'ai rien sur moi, j'ai pas de pièce d'identité, pas d'argent. Monsieur Dain, il y a... Comment dire? Il y a quelque chose qui m'échappe. Permettez que je vous pose la question. Savez-vous en quelle année nous sommes?
Que voulez-vous dire? Oui, je sais très bien en quelle année nous sommes. Pourquoi vous me posez la question? Bien, j'ai fait mes petites recherches. Il apparaît que vous n'avez pas donné signe de vie depuis 10 ans. Vous avez disparu un soir, le 23 février 2025 pour être exact, et on ne vous a plus jamais revu. La police est au courant, ils vont vous interroger, savoir si vous avez été kidnappé, tout ça quoi, ce qui s'est passé. Arnaud resta de marbre. Il crut d'abord qu'il avait mal entendu, mal compris. Mais l'homme paraissait si sérieux qu'il ne lui fit pas répéter. Je sais que c'est perturbant, monsieur Dain, ce que je viens de vous dire. Mais c'est la réalité. On vous a cherché pendant des mois, à l'époque. Votre femme est même apparue à la télé. On a des archives sur YouTube, regardez. L'homme tourna son laptop vers lui. On pouvait voir Estelle en pleurs, parler face caméra. Le son de la vidéo était coupé. Arnaud fronça les sourcils, puis devint blême. L'homme allait retourner son ordinateur quand Arnaud intervint. « Attendez, stop, mettez sur pause là. Voyez, c'est lui, le vagabond. C'est à cause de lui. Depuis que je l'ai rencontré, ma vie a basculé. C'est une horreur. » L'homme, déjà sceptique, fut totalement convaincu que ça n'allait pas très bien chez Arnaud. Il referma lentement son laptop, fit quelques pas vers la baie vitrée et prit le temps de réfléchir à ce qu'il devait dire. J'aimerais vous croire sur parole, monsieur Dain, mais... Vous entendez ce que vous me dites? Vous êtes en train de me dire qu'un inconnu, sans abri, a priori, a causé votre disparition d'une manière inexplicable? Oui, c'est la vérité. Laissez-moi rentrer en France. Vous allez rentrer au pays, monsieur Dain. La question, c'est de savoir si vous allez avoir besoin d'un accompagnement. Un accompagnement? Oui, un accompagnement psychiatrique. Oh non, non. Non. Je ne suis pas fou. Je suis cadre dans une grande entreprise. J'ai une famille, je gagne bien ma vie. Je suis tout sauf un marginal, vous comprenez? Je suis pas fou du tout. Calmez-vous, monsieur Dain. Je crois que vous avez assez eu d'émotions aujourd'hui, n'est-ce pas? Je vais faire le nécessaire. Mais faites-vous déjà à l'idée que la vie que vous avez connue a disparu depuis longtemps. 10 ans pour être précis. Les mots de l'homme en chemise sonnèrent comme le tonnerre. Arnaud oubliait soudain la clim qui ne marchait plus, ses piqûres et son accoutrement. Comment ça, 10 ans ont passé? Comment ça? Arnaud se retrouva encore une fois dans une salle d'attente. Sauf que cette fois, il était sur le sol français. D'ordinaire, c'était plutôt lui qui faisait attendre. Les candidats, et ses clients, ou encore sa secrétaire. Il avait passé le vol de retour à dormir et avait espéré secrètement se réveiller de ce cauchemar. Mais il avait constaté avec amertume qu'il était sur le tarmac de l'aéroport et que tout ça était bien réel. Un policier s'approcha de lui et lui dit « Monsieur Dain, suivez-moi. Notre psychiatre va vous recevoir. » Après quoi vous aurez à répondre à quelques questions. « Est-ce que vous avez prévenu ma femme? » « Oui, monsieur. » Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle viendrait vous voir, mais plus tard. Il faut d'abord qu'on vous examine. Ah, je comprends. C'est inutile, mais je suppose que j'ai pas trop le choix. C'est pour votre bien, monsieur. Nous devons aussi éclaircir votre disparition. Arnaud se leva. On lui avait donné des habits neufs. Rien de bien chic, mais ça correspondait mieux au climat. Le policier fut avenant, rassurant même. Il ouvrit une porte et l'invita à s'asseoir. Une femme, portant des lunettes violettes, l'attendait. Elle lui sourit. De toute évidence, ils étaient tous sympas. Peut-être que quand un type a tout perdu, la moindre des choses, c'est d'être compatissant. Le policier referma la porte. Arnaud hésita à s'asseoir. « Vous pouvez rester debout si vous préférez, » dit le médecin. « Mais notre échange va durer un moment, alors peut-être que vous devriez vous asseoir tôt ou tard. »« Pourquoi je suis là, madame ? » « Eh bien, vous avez disparu pendant 10 ans,
Et vous avez réapparu totalement désorienté au Costa Rica. Nous pensons que vous avez eu un trouble de la perception et du comportement, mais c'est à moi d'en juger. Et ça ne se fera pas en une seule séance, monsieur Dain. Si ça fait 10 ans que je suis porté disparu, ça veut dire que j'ai plus rien. Par exemple, qu'en est-il de mon compte en banque? Votre compte a été fermé, monsieur, à la demande de votre femme. Je devrais dire de votre ex-femme. Je dois aussi vous informer qu'Estelle s'est remariée. Arnaud dévisagea la psychiatre comme si elle venait de dire la plus grosse énormité du monde. Il décida de s'asseoir. Je sais que c'est très dur à entendre. Je ne cherche pas à vous juger, mais à vous aider. Si vous avez effectivement disparu pendant 10 ans, ou que c'est votre perception, ça ne change rien à votre réalité. Ce qui compte maintenant, c'est d'aller de l'avant, monsieur Dain. Votre ex-femme va venir vous voir. Ça ne coulait pas de source, croyez-moi. C'est une bonne nouvelle, et une chance que votre femme soit toujours dans la région, d'ailleurs. Oh, il manquerait plus qu'elle vienne pas. Je suis son mari. Nous avons des enfants. Monsieur Dain, regardez la date sur ce calendrier. Vous la voyez? Vous voyez l'année? Je la vois. Je comprends pas comment c'est possible. Je ne suis pas fou. Mais je vais le devenir si ça continue. Vous dites qu'elle a déménagé? Prenez un verre d'eau et respirez. Oui, votre femme a déménagé, elle s'est remariée. Nous avons pensé que c'était mieux que ce soit moi qui vous le dise. C'est très dur pour elle aussi, pour des raisons que vous comprenez, j'en suis sûr. Elle lui tendit le verre posé là. C'est déjà arrivé par le passé, reprit la femme. J'ai eu une personne complètement déboussolée, ça remonte aux années 90. Il disait avoir voyagé dans le temps, et ses papiers étaient effectivement d'une autre époque. Mais cet homme a pu refaire sa vie, c'est pour ça que je vous en parle. Reprendre contact avec le réel. Vous y arriverez, vous aussi. Je suis là pour ça. Dites-moi ce que je dois faire, alors. J'ai besoin que vous me racontiez tout ce dont vous vous souvenez, et j'ai besoin que vous vous laissiez aider. Vous allez devoir accepter l'inacceptable, monsieur Dain. Arnaud s'adossa contre le siège. Une grande inertie le gagna, et cette inertie avait la saveur du désespoir. Il commença à raconter son quotidien, puis la rencontre avec le vagabond. Après son entretien avec le psychiatre, Arnaud sentit ses forces le quitter. Il était vidé. Le récit détaillé qu'il donna laissa la femme perplexe car son propos, bien qu'incroyable, paraissait celui d'un homme sensé. Elle resta à ses côtés jusqu'à l'arrivée d'Estelle. Quand son ex-femme apparut sur le seuil de la porte, le temps se figea. Mon Dieu, comme elle avait pris un coup de vieux. Lui, par contre, à part sa barbe hirsute, il n'avait pas pris une ride. La psychiatre se leva et dit « Bon, je vais vous laisser discuter. Je suis dans le couloir si vous avez besoin de moi. » Elle posa une main sur l'épaule d'Estelle et dut la pousser un peu sur le côté pour passer. Arnaud la regardait, les yeux larmoyants. Il voulait dire quelque chose, mais les mots ne venaient pas. Soudain, Estelle sortit de sa torpeur, referma la porte et alla s'asseoir sur l'une des chaises. Ils restèrent ainsi de longues minutes. Personne n'osait rien dire. Que dit-on dans ces moments-là? Tu m'as manqué? Mais où étais-tu passé? Estelle s'était fait une raison. Pour elle, il était mort. Comment tu te sens? Dit alors Estelle. Parfois, les questions simples suffisent. Il ne se quittait pas des yeux. Je suis épuisé, dit-il. Désorienté, triste, en colère, dans le désarroi. Je sais pas ce qui s'est passé. Je te parlerai bien de ce vagabond, mais tu me croirais pas. Alors Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle mit ses mains dans ses genoux, se redressa un peu et parvint à rester stoïque, dans une certaine mesure. Pour elle, Arnaud avait sombré dans une démence, qui avait commencé par la chasse nocturne d'un vagabond,
avant de se solder par une disparition. J'ai refait ma vie, Arnaud, j'ai tant pleuré. Ah ça oui, je t'ai pleuré, je t'ai détesté. Mais j'ai fini par me dire que quelque chose de grave t'était arrivé. Et puis un jour, je suis allé de l'avant. Je suis vraiment contente de te voir, mais... Elle ne termina pas sa phrase, alors il la termina pour elle. Mais ce sera plus jamais comme avant, c'est ça? Elle le regarda. Des larmes imbibaient ses yeux. Une vieille douleur refit surface. Estelle avait eu un mariage malheureux, mais elle avait aimé Arnaud comme personne avant et comme personne depuis. Il avait simplement fallu refaire sa vie, pour elle, mais aussi pour les enfants. « J'ai tout perdu », ajouta Arnaud. « Toi, les enfants, mon job, mon argent, mais ça, à la limite, j'en ai rien à faire. La maison, ma dignité, mes projets d'avenir. Je suis un homme mort. Il prit sa tête dans ses mains et commença à sangloter. Il émit des petits gémissements et Estelle alla s'asseoir à ses côtés. Elle put sentir son désarroi, son immense chagrin. Et une grande pitié lui pinça le cœur. Elle se mit à pleurer, elle aussi. Peu importe qu'Arnaud soit devenu fou. Elle avait aimé cet homme, et quelque part au fond d'elle, elle l'aimait toujours un peu. L'amour, c'est l'amour. Si vous passez de l'amour à la haine, c'était peut-être que ce n'était pas de l'amour. Il appuya sa tête contre son épaule et pleura de plus belle. Des décennies de pleurs se déversaient, comme un barrage qui cède. Toutes les fois où il aurait dû pleurer, toutes les fois où il avait senti la routine ronger son mariage, et toutes les fois où il s'était abruti au travail pour éviter d'y remédier. Toutes les fois où il avait haï son père en silence, au lieu de lui dire qu'il n'avait pas envie d'une carrière ou d'un copier-coller de sa vie à lui, le paternel, autoritaire, incapable de témoigner sa tendresse, parce que ça faisait plus viril. Et tandis qu'il pleura à chaudes larmes, il se rappela combien il détestait son boulot et combien il aimait Estelle. Quant à ses enfants, il comprenait qu'il avait perdu 10 ans de leur évolution, 10 ans d'intimité avec eux, 10 ans à les voir se forger. Rien que d'y penser, il avait envie de vomir. Le pull d'Estelle était trempé de larmes et de morve. « Ça va aller, Arnaud. Je suis là. » Elle allait lui proposer de venir à la maison, mais se ravisa. Les enfants, de jeunes ados, ne voudraient peut-être pas. Et puis, il y avait son nouveau mari. Non, très mauvaise idée. Ce serait cruel pour tout le monde, à commencer par Arnaud. Qu'est-ce que tu dirais si tu allais chez ma sœur un temps, le temps qu'on te trouve un appart? Je viendrai te voir toutes les semaines. Il se releva, essuya ses larmes d'un revers de manche et finit par se calmer. Je croyais que t'avais coupé les ponts avec ta sœur. Oui, mais elle a été là pour moi. Quand tu as disparu, elle a été exceptionnelle. On est cul et chemise depuis. Je suis sûr que si je lui demande, elle t'accueille à bras ouverts. Elle a une grande maison et pas d'enfants, comme tu sais, donc... Et puis son mari est un type bien. Je crois pas que ça le dérangera. Qu'en dis-tu? Il la regarda droit dans les yeux. Il eût voulu l'embrasser, mais il se retint. Il avait le regard d'un vieux chien maltraité. Il bougea la tête de haut en bas, pour dire qu'il était d'accord. Dans un coin de sa tête, il se dit qu'on lui avait jeté un sortilège, que le vagabond l'avait puni, et de la plus horrible des manières. Mais pour quelle raison? Tout se mélangea en lui. Il ne sut plus s'il était un homme d'affaires qui rêvait qu'il était vagabond, ou un vagabond qui rêvait de devenir ou redevenir un homme d'affaires. Sandrine, la sœur d'Estelle, toqua 3 petits coups au linteau de la porte. « Arnaud, je dois aller faire des courses. Je t'ai laissé mon numéro près du fixe. Tu m'appelles si besoin. »
Il se mit sur son séant et dit : « Oh, j'ai dormi combien de temps ? » Je dirais 18 heures, comme les bébés. Merci Sandrine, merci. Jean-Marc revient pas avant ce soir. Je serai revenu avant lui. Donc, bon, tu fais comme chez toi. Ok, merci. Il resta sur le sofa-lit jusqu'à ce que la porte d'entrée claque. Il faisait nuit dehors. Par la fenêtre, il pouvait voir un lampadaire fendre à grand-peine le brouillard. Foutu brouillard, ça lui rappelait de mauvais souvenirs. Il se leva et alla dans le couloir. Il venait d'arriver et n'avait pas pris le temps de visiter la maison. Au mur, des photos encadrées. Il n'y prêta pas attention, alla se rincer la bouche dans la salle de bain. Dans le miroir, il put voir un homme abîmé, le regard légèrement vitreux, la barbe sale. Sandrine avait dit : « Tu fais comme chez toi. » Il hésita, prit le rasoir de Jean-Marc, mais il le reposa. Non, le rasoir, c'est intime. Il demandera de l'argent à Sandrine pour aller chez le barbier. Et puis, Estelle était en train d'ouvrir un compte en banque pour lui. Fallait juste patienter un peu. Il ressortit et vit les photos, sans toutefois les regarder. Mais l'une d'elles attira son regard. C'était un anniversaire, celui de Sandrine. Il avança la tête, ensuqué, pour voir qui était là. Il reconnut Estelle et vit ses enfants. Mon Dieu, comme ils avaient grandi. De vrais ados maintenant. Il sentit poindre le chagrin, mais il était ravi de les voir en photo. Son regard remonta sur la file du haut. Il y avait Estelle, toujours aussi belle. Un homme posait sa main sur son épaule. Il fronça les sourcils, ouvrit un peu la bouche et s'approcha de plus près. Il crut qu'il allait s'évanouir. Son pouls s'emballa. Il devint blanc comme neige, recula jusqu'à toucher le mur. Le nouveau mari d'Estelle n'était ni plus ni moins que le vagabond. Aucun doute possible, malgré la tenue propre et la barbe rasée. Il se laissa glisser le long du mur. Pensées et émotions se bousculèrent, mais la colère, plus forte, fit taire tout le reste. Il se remit debout, le regard noir, celui d'un fou prêt à en découdre. Cette fois, c'était trop. Il ne prit pas la peine de mettre ses chaussures, dévala l'escalier et sa moquette débile, ouvrit la porte d'entrée, mais s'arrêta net. L'adresse. Il fallait trouver l'adresse. Il chercha çà et là du regard un indice, puis vit le frigo, avec les cartes postales magnétisées. Il en prit une, puis deux, puis une troisième. Bingo, adresse de l'envoyeur, 7 rue de la Bonne Leçon. Il allait repartir au galop, mais il relut l'adresse. Rue de la Bonne Leçon. Enfoiré, murmura-t-il. Ah, je vais tuer, démon. Il ouvrit un tiroir, puis un autre, et trouva enfin ce qu'il cherchait, un beau couteau de boucher. Il ne prit pas la peine de refermer les tiroirs ou de remettre les cartes postales en place. Il referma la porte derrière lui, et on vit un homme pieds nus, avec un couteau dans la main, débouler dans la rue. Le premier badaud qu'il croisa eut si peur qu'il laissa son sac de course sur place et détala. Arnaud cacha le couteau sous son t-shirt. Manquerait plus que la police le chope et l'envoie à l'asile. La rue de la Bonne Leçon n'était qu'à 20 minutes de marche. Quand il arriva, il faisait nuit noire et le brouillard avait presque tout enseveli. Par la fenêtre de la cuisine, il pouvait voir Estelle enfourner un poulet. Son fameux poulet aux gousses d'ail. Il resta à l'observer depuis un fourré. Les gosses étaient affalés sur le sofa du salon, près de la cheminée où crépitait un bon feu. Pas de trace du nouveau mari. Mais Arnaud n'eut pas à attendre bien longtemps. Il le vit à l'étage fermer les rideaux, puis apparaître dans la cuisine un peu plus tard. La colère se mua en un courroux sans bornes. Arnaud sortit du fourré et alla jusqu'à la porte d'entrée. Il posa une main sur la poignée, fermée à clé. Il avait des fourmis dans tout le corps, tellement la colère le consumait.
Soudain, Estelle ouvrit la fenêtre de la cuisine pour aérer. Il saisit sa chance et parvint à entrer. L'odeur du bon poulet le saisit un instant, puis se dissipa. Il alla jusqu'au seuil de la porte, et ils se tournèrent tous comme un seul homme vers lui. Ils étaient tous attablés, sauf Estelle qui servait. Elle manqua de lâcher le plat et de crier de surprise. Mais elle reconnut Arnaud et dit « Arnaud, qu'est-ce que tu fais là ?» Ce sur quoi Arnaud ne répondit rien. Il sortit simplement le couteau et le mit bien en évidence. Il ne quittait pas le mari des yeux. Marie qui restait stoïque, avec un petit sourire presque narquois qui fendait ses lèvres. « Arnaud, calme-toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire une bêtise. Arnaud, pense aux enfants. Arnaud !» Mais les mots d'Estelle ne faisaient que ricocher et se perdre au loin. Le mari ne disait rien. Il attendait, ses mains de part et d'autre du plat. Fallait-il lui trancher la gorge devant toute la famille? Ôter à Estelle son mari, une deuxième fois? Priver les enfants d'un père, une deuxième fois? Fallait-il couper les doigts du vagabond un par un, histoire de marquer le coup? Estelle reposa son plat, et d'un pas hésitant mais très courageux, elle s'approcha d'Arnaud. Il ne quittait toujours pas le vagabond des yeux. Elle prit son courage à deux mains et posa une main tendre sur la joue d'Arnaud. Son œil parut grésiller, comme si Estelle venait de court-circuiter la colère d'Arnaud. Il cligna des yeux, posa enfin un regard sur elle. Il y avait une grande tristesse dans le regard d'Arnaud. La colère aime s'enraciner dans la tristesse. Il détourna le regard vers ses deux enfants. Oh, il le regardait avec de grands yeux, apeuré, impotent. Puis il regarda le couteau qu'il tenait dans sa main droite et le laissa tomber au sol. La lame se planta dans le parquet. Le couteau vacilla un peu, puis s'immobilisa. Sans dire un mot, lentement, il se retourna et alla ouvrir la porte d'entrée. Il laissa la porte grande ouverte derrière lui, et on le vit s'éloigner à pas lents et disparaître dans le brouillard et la nuit. Arnaud se dirigeait sans but dans la ville. Il parlait seul en ces termes, tantôt en regardant le ciel, tantôt au sol. « Si la vie n'est pas une immense comédie, alors c'est quoi? J'aurais dû garder le couteau et m'ouvrir les veines. Tiens, par exemple, dans cette ruelle. » Un clochard, qui venait de l'entendre, prit très au sérieux Arnaud et rétorqua. « Bah question, va te trouver une autre rue, toi. C'est moi qui m'en dis par ici, d'ailleurs. Va-t'en. Va te faire foutre, dit Arnaud en poursuivant son monologue. Je suis pas encore un clodo. J'irai mendier quand ça me chantera. Oui, y'a qu'un clodo pour parler comme ça. Allez, va-t'en, ici c'est mon trottoir. Arnaud n'ajouta rien et pénétra dans un faubourg. Il se remit à parler seul. Ouais, je savais pas que les clodos avaient leur territoire à défendre. T'as bien joué ton coup, salopard. Il parlait du vagabond. T'es content? Hein? Voilà la rue, aérée comme le vent, sans perspective, humilié jusqu'à la moelle. Mais j'ai encore ma raison, amigo. J'aurais pu te trancher. Mais j'aime trop ma famille pour leur faire ça. Et mon cœur a parlé. Quand la raison et le cœur parlent d'une même voix, rien d'impossible. Rien d'impossible. Arnaud se mit à pleurer. Il était à bout de force. Fallait le voir déambuler, parler seul et fort, les regards obliques des passants. Une jeune femme le vit et le reconnut presque immédiatement. Elle ne l'aborda pas tout de suite et l'écouta parler aux voitures qui passaient et qui pour certaines le klaxonnaient. « Alors quoi, vagabond? T'es content dans ta maison pavillonnaire, hein? Ça se passe bien au lit avec ma femme? Quelle valeur tu vas inculquer à mes enfants, hein? Non, sans doute rien du tout, car tu es le diable en personne. Tu es un immondisme. Je me comprends. Tu pilles, tu évinces. Tu dois t'endetter à payer une hypothèque à la con.
Tu fais sans doute un job corporate débile. Je te hais. Je te souhaite un cancer le jour de ta retraite. Je te hais. Je te déteste. À ce moment-là, la jeune femme intervint. Monsieur Dain ? Arnaud Dain, c'est bien vous ? Indisposé d'être interrompu dans son monologue, Arnaud la dévisagea sévèrement. Mais ses traits se détendirent devant ce visage familier. Séverine, c'est bien vous ? Oui, dit la jeune femme avec un sourire superbe. C'est moi, votre stagiaire. Vous m'avez dit de prendre un cours de théâtre et regardez. Elle s'écarta et tendit le bras vers un local. Des amis à elle fumaient en silence devant cette scène surréaliste. Arnaud fronça les sourcils et lut « Théâtre du contrediseur ». Il ouvrit la bouche, mais resta bouche bée. « J'ai repris un théâtre. Je gère la programmation, la compta, enfin tout quoi. La femme orchestre. C'est pas toujours facile, mais je dors sur mes deux oreilles. Et c'est grâce à vous. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous le dire. » Arnaud s'avança pour mieux lire le fronton lumineux et rouge, comme un phare dans la nuit. Il sentit l'émotion lui nouer la gorge. Un lieu de culture à 2 rues des prostituées, de toute beauté. Le nom, dit Arnaud, c'est un mix de Contrescarpe et 10 heures, en référence aux 2 théâtres parisiens. Mais oui, s'exclama Séverine. Comment vous avez deviné ? Tout le monde me dit que ça veut rien dire. Bon, en fait j'ai juste carambolé les 2, mais ça en jette, non ? Enfin, du moins ça intrigue et les gens retiennent, vous ne croyez pas ? Arnaud la regarda droit dans les yeux. Je ne comprends plus rien à la vie, dit-il. Mais vous pouvez pas savoir comme vous m'emplissez de joie. Il vacilla, tangua, puis posa un genou à terre. Séverine le retint par l'aisselle. Tout devenait flou. Où s'arrêtait le réel ? Quand entrait-on sur le domaine du rêve ? Elle appela à l'aide. On vint le porter à l'intérieur du théâtre, tandis qu'il se mit à rire à gorge déployée. Il y avait une comédie au programme ce soir-là, mais ce qu'on vit sur le trottoir venait de voler la vedette. Des curieux vinrent demander si tout allait bien, ce sur quoi un ami de Séverine répondit cette phrase lunaire. « Je crois que c'est l'ancien boss de Séverine. Oh, elle a un effet sur les hommes. Moi y compris. » À l'intérieur, on mit Arnaud dans une des loges. Il était hilar. Des spectateurs commencèrent à entrer pour s'installer dans la salle principale. « Séverine, dit l'un de ses amis, les gens commencent à entrer. Vas-y, dit-elle, je reste avec lui. Elle le caressait gentiment sur le haut du crâne pour l'apaiser. Oh, il continua à rire, puis la regarda avec de grands yeux, totalement ouverts. Cette fois, il avait bien l'étoffe d'un fou. Ça va aller, monsieur Dain. Je sais pas ce qui vous est arrivé, mais je peux vous dire une certitude que j'ai acquise. Ce n'est pas vous, le fou. Ça va aller. Ça va aller. Elle répéta la phrase comme une berceuse, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Oh, elle aurait filmé ça et l'aurait posté sur YouTube, avec pour titre ASMR Roleplay J'endors mon ex-patron devenu clochard, qu'elle aurait fait sa fin de mois. Mais elle n'en fit rien. Elle se contenta de le faire dans l'intimité de la loge, et Arnaud finit par s'endormir. Il sentit un vortex de bien-être l'emporter. Il se laissa totalement aller, pour la première fois de sa vie. Une voix lui parvenait par écho. Lointaine, si lointaine que Lao Tzu dirait « ténèbres dans les ténèbres ». Mais cette voix se rapprocha jusqu'à devenir un chuchotement à l'oreille. « Mon chéri, j'ai fait du café, comme tu l'aimes. » Il secoua un peu le corps, ouvrit les yeux lentement. C'était elle, Estelle. Il était allongé dans sa chambre. Les enfants dormaient encore, grâce mat du samedi oblige. Il posa un doigt hésitant sur la joue de sa femme pour voir si ce n'était pas encore un rêve. Elle sourit, amusée.
Elle trouva l'expression de son mari enfantine, candide même. Elle déposa un baiser sur son front et disparut dans le couloir. Il se mit sur son séant, porta sa main à son visage, par réflexe et par peur. Il alla voir dans le miroir s'il n'était pas le vagabond. Mais non, c'était bien Arnaudin, rasé de près. Une larme coula le long de sa joue, malgré lui. Mais il se sentait léger. Il prit une serviette qu'il y avait là et la mit autour de sa taille. La serviette était un peu trop petite. Il posa un pied timide sur son tapis, comme s'il découvrait la maison. Il passa une tête dans le couloir, vit ses enfants ensuqués passer devant lui. Estelle venait de les réveiller. « Bonjour, papa », dit le garçon en tendant son poing. « Papa, t'es encore tout nu, ou presque. Mets un peignoir. »« Bonjour, papounet », dit sa fille en le serrant à la taille. Ils descendirent à l'étage pour aller prendre le petit déjeuner. « T'as ronflé, hein ?» dit sa femme arrivée à sa hauteur. « Je vais avoir besoin d'une sieste cet après-midi. Bon, mets un peignoir, les enfants grandissent et ça gêne ton fils. Moi, par contre, je dis pas non. » Il la regarda sourire et bouger les hanches, marche après marche. Arnaud suivit, ensuqué comme jamais, mais léger. Incrédule. Par le hublot de l'escalier, une silhouette attira son attention. C'était le vagabond. Dans ses habits de vagabond. Le vagabond leva la main en guise de salut, puis s'éloigna dans la rue. Ni une ni deux, Arnaud descendit les marches deux par deux, perdit sa petite serviette en chemin, ouvrit la porte et courut après le vagabond. Toute sa colère s'était comme envolée. Il avait l'impression que tout devenait clair, d'être né hier. « Hé, attendez! Hé, stop !» Le vagabond but un peu de sa fiole et le regarda les sourcils bien hauts. Un peu essoufflé, Arnaud chercha ses mots, puis dit simplement « Merci ». Il le serra fort contre lui, malgré l'odeur et la crasse. Un voisin observait la scène bouche bée. Estelle regardait elle aussi stupéfaite son mari nu dans la rue. Elle mit une main sur les yeux de ses enfants, curieux, et dans l'incompréhension la plus totale. « Merci. Vous m'avez sauvé la vie. » Le clochard se mit à rire. Oh, il savait qu'Arnaud poserait sa démission dans la semaine, et qu'il poserait des gestes positifs désormais, qu'il passerait beaucoup plus de temps avec sa famille. Les vagabonds pourraient bien aller où ils veulent, et passer par sa rue si l'envie les prenait. Pour Arnaud, les vagabonds étaient des magiciens. Le vagabond se contenta de dire ces mots. « On peut dire que vous vous êtes mis à nu dans cette histoire. » Arnaud lui adressa un dernier sourire, puis le regarda s'éloigner d'un pas maladroit. Un petit vent souffla, et Arnaud rentra vite se mettre au chaud. Après tout, il était nu comme un verre. Fin. J'espère que cette histoire vous aura plu. Vous pouvez me laisser un commentaire et liker la vidéo pour me soutenir. Bonne nuit ou bonne journée.